Ah ouais, je vais te filmer comme ça, ouais, bah c'est bien, c'est bien. Salut. Bon, bienvenue, pour les nouveaux surtout, hein, pour ceux qui étaient là, eh ben c'est bien, parce que j'en profite pour dire que c'est un cycle. Donc en fin de séance, on va trouver une date en janvier pour se retrouver pour un autre thème. Donc le principe, c'est d'être à peu près toujours les mêmes et de suivre le cycle. Voilà. Après, donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est les nouveaux. Ça fait un peu plus d'1 an que je fais des débats intergénérationnels. Donc, et cette année maintenant, avec Djibril, on fait ça ici. Donc le bilan que j'ai d'un peu plus d'1 an, c'est que ça marche, que les gens, les jeunes et les vieux sont contents de se retrouver, et que peut-être les jeunes se rendent compte que en fait les vieux sont pas si réactifs que ça, ou en tout cas sont assez au fait des problématiques qui concernent les jeunes, et puis aussi avec le principe d'envoyer un questionnement avant de réfléchir et de se positionner sur un thème précis. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant et qui fait que ça a marché, et enfin après qu'il y ait des liens qui se créent entre nous, voilà, intergénérationnel. Bon, alors l'intergénérationnel, je pense, moi c'est un dada maintenant pour moi, parce que je pense que c'est un facteur de cohésion sociale, et que chacun dans une société complètement catégorisée où on est chacun dans son coin, etc. Alors quand dans une famille on n'a pas de possibilité d'être en contact avec les vieux, justement, alors ça dépend de chaque cas, mais voilà, c'est déjà important les vieux d'être en contact avec eux quand on est jeune, dans la mesure où on se rend compte qu'on est mortel déjà, hein, qu'on va tous crever, hein, même tous autour de cette table, on va y passer. Donc voilà, c'est la conscience des jeunes déjà de la mortalité. Et puis après, moi ce que je dis souvent en introduction, c'est-à-dire que moi je défends le principe de l'expérience de vie, c'est-à-dire de l'enseignement de l'expérience de vie. C'est-à-dire que les vieux ont un avantage sur les jeunes, c'est qu'ils ont été jeunes et puis ils sont vieux. Hein, voilà, tandis que les jeunes ne savent pas ce que c'est. Bon. Et je pense que dans notre société, il y a un déni de l'expérience de vie qui est très dommageable. Parce que justement, moi je compare un peu la vie à une montagne. C'est-à-dire, et avec le temps, on gravit la montagne. Et quand on gravit la montagne, on a une vue de perspective de sa propre vie. Et notamment, on peut avoir des enseignements sur les récurrences, sur ce qui est structurel et non pas conjoncturel. Et donc, voilà, ça c'est que le temps qui vous fait apercevoir cette perspective. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des enseignements par rapport à son expérience de vie, et que dans notre société, on le dénie totalement. Ça, c'est quelque chose que je trouve très très dommageable, et ce serait bien que les jeunes acceptent que parfois les vieux savent des choses que eux ne peuvent pas savoir, justement parce qu'ils sont jeunes. Voilà. Donc c'est tout ça pour mettre ça en perspective. Ensuite, donc c'est un cycle, il y a plusieurs thèmes. En général, ce sont des thèmes qui sont soit source de conflits générationnels, soit qui, comme ce thème aujourd'hui qui est la fracture numérique, fait qu'il y a une fracture générationnelle. Soit fracture, soit conflit, voilà. Donc il y a 5-6 thèmes. Complémentarité. Micro. Alors, la règle ici, après je vais donner les règles de base. Hein. Mais une des règles, c'est... J'ai dit soit complémentarité. Oui, d'accord, oui, merci. Merci. Oui, tout à fait. Non, ou complémentarité. Voilà. Complémentarité des points de vue. Okay. Donc, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser. Bon, les règles de base, on crache pas par terre, on n'insulte pas, on coupe pas la parole. On reste pas mutique, c'est-à-dire qu'on intervient. Et
on n'est pas hors sujet et on ne monopolise pas la parole. Voilà, c'est des règles de base qui fait que... Voilà. Et après, il y a un micro. Donc on fait attention à ne pas appuyer sur le bitonio parce que ça peut arrêter l'enregistrement. Et on attend d'avoir le micro pour parler. Ça, c'est parce qu'après, il y a un podcast. Il y a donc un enregistrement qui est fait, il y a même une vidéo. Tout ça pour qu'il y ait une trace. Hein. Et je trouve que c'est intéressant. Il y en a certains qui ont peut-être reçu donc, le podcast du dernier. Il est quand même assez intéressant. Et Djibril, tu dis des choses très intéressantes. Ouais. Voilà. Et j'en profite pour Bernard, un petit clin d'œil pour Bernard, de ne pas être hors sujet. Hein, et d'être concis. C'est-à-dire pas... hein, voilà. Donc... Le thème d'aujourd'hui, c'est un petit tour de table. Micro. Ah oui, tour de table. Un petit tour de table. Voilà, un petit tour de table, on se présente. Voilà. Merci Chantal. Je suis un homme, je suis une femme. Non, voilà. Je m'appelle Sylvie et j'habite dans le 14e. Je suis du Conseil citoyen du 14e et j'habite dans le quartier Porte de Vanves. Chantal, Conseil citoyen 14e. Depuis le tout début 2015, faut y croire. Ça, c'est la foi. Ça voilà. La foi. Et j'habite le 14e. Moi, c'est Daoud, habitant du 18e arrondissement et médiateur social à l'AECS, une association dans le 17e arrondissement. Moi, je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans. Je viens d'arriver sur Paris pour faire mes études à Paris 8 en sciences politiques. Et je suis bénévole à l'association AECS depuis peu. Alors moi c'est Mohamed, j'ai 32 ans, j'habite dans le 19e et je travaille dans les assurances en tant qu'escroc. En tant que quoi? En tant qu'escroc. Oui, c'est bien. Moi j'aime bien les escrocs. Bonjour, moi c'est Shakib, habitant du 18e et également donc, conseiller citoyen du 18e. Qui s'est constitué en association, donc je suis le président actuellement du Conseil citoyen, voilà. Et moi aussi, j'ai participé au Conseil citoyen depuis leur création en 2014-2015. Voilà. Et tu as toujours la foi? Non. Voilà. Bernard, il faut appuyer. Il faut appuyer. Bon. Bernard, je suis habitant du 18e, j'habite près de la préfecture, entre la préfecture et la caserne, des Grandes Tours. Donc je suis membre du Conseil citoyen du 18 depuis le début. Ça correspond à ma retraite, donc voilà, ça m'a permis de m'occuper de mon activité, de m'implanter un peu le quartier, parce que jusque-là, je ne m'étais pas vraiment intéressé au quartier. Et puis voilà, c'est tout. J'ai jamais vraiment eu la foi, mais bon, voilà, Ouais. Je comprends. Mais il n'a pas lâché. Mais il n'a pas lâché, t'es là, donc voilà. Alors, Djibril Salah, moi je suis l'animateur du Conseil citoyen du 18e et ancien habitant du 18e. Moi j'ai grandi à Porte de Saint-Ouen, côté 18. J'ai déménagé il y a 2 ans dans le 91, donc j'ai vraiment grandi dans le 18e. Moi c'est Fabienne, je sais pas très bien ce que je fais ici en fait. Parce que tu dis des choses intéressantes. J'ai eu envie de participer au débat intergénérationnel parce que j'étais formatrice de prof et j'avais des étudiants et maintenant j'en ai plus puisque je suis à la retraite et j'ai envie de continuer à rester un peu jeune en échangeant, pas devenir trop... Bonne chance. Oui, il y a du boulot. Ouais, il faut pas désespérer. Bon, alors on commence. Donc voilà, j'insiste sur passer le micro avant d'intervenir, on lève la main comme à l'école. Voilà. Alors c'est un petit préambule, hein, on va... Voilà, un petit préambule. Combien de temps par jour passez-vous devant un écran? Téléphone portable, ordinateur, etc. Pensez-vous être addict aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc., etc. C'est juste pour enclencher la discussion. Alors moi j'ai appris hier, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a un néologisme qui s'appelle l'électronisme,
qui est en fait le parallèle de l'illettrisme maintenant, et qui est voilà, parce qu'effectivement il y a une vraie fracture générationnelle, donc on peut parler maintenant d'électronisme. Ça fait un moment qu'il est utilisé. Oui, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais voilà, comme quoi, la langue est obligée de suivre justement un fait de société. Alors, qui répond un peu, se sent addict et de quelle manière? Alors moi, personnellement, je me sens pas forcément addict, malgré que je sois quasiment toute la journée devant un écran, dans le cadre de mon travail, et via le téléphone. Alors, il y a une dépendance, je trouve. Personnellement, en tout cas, je suis un peu dépendant, mais être accro, non. Personnellement, j'ai déjà... c'est quoi la différence entre dépendance et addiction? Plutôt dans le sens où aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce choix, entre guillemets, je trouve. On est un peu obligé d'avoir un smartphone pour communiquer. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là, dépendance. Et le fait de ne pas être accro, c'est dans le sens où j'ai déjà... été pendant une semaine, voire plus même, sans téléphone. Oh. C'était dans le Morvan ou... Non. Au Bled, en Tunisie, au fin fond de Tataouine. Et ça m'a pas plus dérangé que ça. Je suis un peu dans cette génération hybride où on a connu un peu la fin des années 80, fin des années 80, début des années 90, où on s'amusait encore sans forcément être devant un écran, et en même temps j'ai connu cette expansion des smartphones, et j'ai eu un smartphone assez tard personnellement, donc c'est pour ça que j'arrive à avoir ce côté un peu schizophrène, être à la fois dépendant mais pas accro, et détaché en même temps, exactement. D'accord. Voilà. C'est comme un peu avant et après Jésus-Christ. C'est exactement ça. Alors, qui prend la suite? Alors, moi, je dois dire que je fais partie des vieux, mais des vieux qui passent beaucoup de temps sur les écrans pour travailler. Parce que j'ai beau être retraité, je travaille dans X et X associations, dont une, je suis vice-présidente, l'autre secrétaire générale, j'écris des articles, donc par la force des choses, mais c'est plus de la bureautique que du temps sur Internet, ou les séries, sauf pour faire des recherches, bien sûr, mais autrement, c'est très... Et quant à mon smartphone, non, je ne suis pas accro au smartphone. D'accord. Non. Sylvie? Alors, moi aussi, je fais partie d'une génération, je suis un petit peu comme toi. Tu me rappelles ton nom? Mohamed. Je suis dépendante, pas addicte, mais je me suis rendu compte que je le deviens peut-être un petit peu, parce que, notamment au niveau de l'ordinateur, je suis dépendante comme tout le monde en fait pour travailler dessus, pour faire des recherches, voilà. Il faut dire que c'est un outil où on trouve tellement de choses que j'ai fini par laisser tomber le dico et le vieux dico, et voilà, je trouve ça super. Par contre, je suis dépendante, effectivement, toujours pareil pour travailler, et puis aussi parce que moi aussi je suis dans plusieurs structures associatives. En fait, maintenant tout se passe comme ça, par email, voilà, la communication est devenue comme ça, et puis ça m'arrange un peu parce que je trouve que d'être toujours au téléphone c'est très dérangeant, donc quelque part je trouve que c'est bien, c'est pratique. Et puis je me rends compte que je suis en train de devenir addict parce que je n'ai pas de télévision, et du coup je me fais ma télé sur l'ordinateur, quoi. Donc voilà, merci l'ordi. Par contre, j'aime pas trop le téléphone portable, dans la mesure où je suis un peu comme Chantal, je suis pas très dépendante. D'abord, je n'aime pas les réseaux déjà, à part je fais une exception pour WhatsApp. Oui, WhatsApp pour moi comme communication proche, c'est super. Il y a très longtemps que j'ai quitté Facebook, machin. Je trouve ça assez très pénible, mais je suis quand même sur Instagram parce que c'est un moyen de partager, mais pas des idées, partager des photos,
des tableaux que j'ai faits ou des machins comme ça. Et puis, par contre, je me suis rendu compte que je devenais addict aux jeux de solitaire, parce que quand j'ai besoin de me vider la tête, ben, je peux passer beaucoup de temps devant un solitaire. J'adore les casse-têtes en plus, alors des trucs assez hard. Et du coup, là, j'ai un côté addict pour le coup. Voilà, c'est tout, je crois, sinon... Qui veut rebondir? C'est plus le côté jeu. On peut intervenir? Ah oui, mais allez. D'accord. Ok, non, mais non, c'était pour Sylvie, si je ne me trompe pas. Donc c'est plus le côté addict au jeu. C'est ça. Plus l'addiction, c'est au jeu, pas au reste. Je suis comme Mohamed, en fait, je peux me passer. Les jeux aussi, cela dit, mais je peux me passer je peux me passer assez longtemps d'ordinateur. Voilà. Parce que dans la question, justement, il y a peut-être deux nuances. Être devant l'écran, est-ce que c'est pour des raisons professionnelles, donc comme Mohamed et comme nous tous, maintenant tout s'impose. L'outil informatique, on est obligé de l'utiliser, donc tous. Et maintenant, c'est peut-être la question, le temps personnel. Est-ce qu'on est addict oui, de séparer ce qui est là. Tu as raison, il faut préciser la question. Moi, j'ai tendance à parler sans micro. C'est bien, parce que ça introduit Oui, alors parle fort dans ces cas-là. Non, mais sinon, moi, je suis un peu comme Mohamed, voilà, donc comme même Sylvie. J'arrive à relativiser un peu, donc à faire la part des choses, évidemment. Donc, j'utilise souvent des outils informatiques et le téléphone. Justement, je le limite au maximum. D'ailleurs, ça m'insupporte. On n'arrive plus à avoir de relations normales, on va dire. Direct. Évidemment, pardon, je fais aussi partie de la même génération que Mohamed, et certainement Sylvie et quelques autres. Donc du coup, j'ai connu cette transition, donc c'est peut-être une chance aussi. Les jeunes nous le diront aussi, de s'expérimenter, parce que là, du coup, nous, peut-être qu'on ne perçoit pas le fait que des gens naissent avec ces outils, et donc du coup, comment ils arrivent ou non à imaginer une vie sans déjà. Ah bah je crois que c'est plus possible. Voilà, donc ça aussi, je pense qu'on a tous du recul, on est assez mature pour avoir du recul justement pour imaginer la chose, mais l'impact, il faudrait peut-être le mesurer, voilà. Mais sinon, donc, voilà, je ne suis pas addict, justement, donc je limite l'utilisation du téléphone au quotidien, autant que possible. Bon, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a une dépendance aussi par rapport à mes études. Pour faire des recherches, l'ordinateur est nécessaire. Et même mon téléphone pour gérer tout un tas de tâches, je sais pas, la banque, communiquer avec ma famille, tout ça c'est indispensable. Ne serait-ce que faire des partages de connexion, parce qu'acheter une box, ça coûte beaucoup plus cher qu'avoir un forfait internet un peu volumineux. Donc, oui, d'accord. Donc bon, oui, un peu, je dirais qu'il y a une sorte d'addiction, parce que avec les réseaux sociaux, tout ça, je passe beaucoup de temps. En partie parce que je crée du contenu, donc forcément je suis aussi, je suis toujours sur l'application, donc je suis ramené à voir le contenu des autres. Donc je dirais qu'il y a une petite addiction, mais j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui m'ont protégé là-dessus. J'ai eu mon téléphone en 3e, donc, alors que bon, à l'époque, tout le monde en 6e avait déjà le smartphone. Donc bon, je suis passé un petit peu à côté de la vague, mais je suis un peu pris dedans quand même. D'accord. Et attends. C'est encore plus tôt que la 6e. Quand tu dis que tu crées des contenus, c'est quel type de contenu? Sur Instagram, j'ai créé un compte autour de la culture en général. Donc c'est assez varié. Par exemple, j'ai mis en place un concept, c'est que chaque jour en story, je pense que vous voyez ce que c'est, oui. Je mets une sorte de mini quiz qui permet de découvrir un mot et sa signification. Waouh. Donc je sais pas, par exemple... Électronisme. Je pourrais mettre celui-là. Et sinon après je poste aussi du contenu artistique, je sais pas, là je viens d'en poster un justement, ça s'appelle Faire de l'art sur l'art. J'ai pris un livre et justement j'ai fait du dessin dessus. Donc voilà, c'est ce genre de contenu. Bah c'est super. Félicitations. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tu nous donneras le lien. Ouais, bah oui. Super. Quelqu'un veut rebondir sur cette première question ou on aborde une autre? Oui. Concis.
Vas-y. Bon, mais de toute façon, moi, c'est clair, moi, je suis addict. À part quand je dors pas, je suis tout le temps... parce que pour moi, ça a été une révolution. Ça a été... donc, vous voyez que je suis aveugle. Et donc, pour moi, ça a été l'ouverture. Jusqu'à... Bon, c'est à peu près... c'est en 2000, par là, que j'ai eu les premières possibilités de travailler sur Internet, en fait, sur l'informatique. Et jusque-là, honnêtement, c'était... Fin 2000, non, oui. Quand j'ai commencé à travailler en 1974, en fait, j'avais besoin pratiquement de quelqu'un à mi-temps pour m'aider. Donc je suis arrivé attaché à l'administration centrale, donc fonctionnaire au ministère de la Culture. Honnêtement, j'avais besoin pratiquement de quelqu'un à temps plein, 20 mi-temps largement. En 2000, par là, quand je suis... au moment où vers 2000, 2002, 2003, à partir de là, j'ai pu pratiquement travailler tout seul. Okay. Alors moi, pour moi, c'est tout. C'est-à-dire, ça remplace la radio, ça remplace la musique. Par exemple, avant, il fallait marquer les disques avec du braille et tout ça. Là, au moins, c'est tranquille. J'ai tout stocké. Vraiment, le smartphone, c'est mon outil de base. Il me sert à tout. Et bon, je sais que tout le monde n'a pas, même parmi les handicapés, certains préfèrent avoir des appareils spécialisés. Donc, on va avoir d'appareils particuliers pour écouter la musique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur le même appareil. On y fait tout. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça... Alors, est-ce que... Donc, du coup, je sais clair, pour moi, ça a été... et surtout, ça permet d'accéder à la lecture, c'est fou. Enfin, bon, alors, il y a les audiolivres, les livres, mais il y a l'accès directement. Et en temps pratiquement réel, maintenant, un livre qui sort, on peut y accéder, alors qu'avant, il fallait voilà, c'était... Oui, ça c'est un grand progrès, ça c'est clair. Donc absolument, moi je reconnais que j'ai une approche particulière qui fait que pour moi c'est clair. C'est mon instrument de vie. Alors, on peut dire que je suis addict, mais par contre j'aime pas trop les réseaux. Pour une bonne raison, c'est que Instagram, il y a des photos, moi les photos ça me... Et bien que ça évolue, parce que maintenant il y a l'intelligence artificielle, ils les écrivent et ça fait des progrès énormes. Mais bon, moi ça m'a jamais passionné les photos et je pense qu'il y a même des dangers familiaux, les gens qui mettent les photos de leurs enfants, tout ça. Moi je serais plus prudent par rapport à ça. Oui, merci. Alors on va peut-être passer direct à la première vraie question. Pensez-vous qu'il faille contrôler, réguler les propos haineux, racistes, xénophobes, etc. sur les réseaux sociaux? Pensez-vous par exemple qu'il faille mettre fin à l'anonymat des posts afin de poursuivre pénalement, le cas échéant, les internautes? Voilà. C'est-à-dire quand même que c'est nouveau, hein, ce phénomène nouveau. On a l'impression qu'il y a de plus en plus, c'est comme des gens qui... Enfin, il y a pour moi plusieurs choses dans les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire il y a un nivellement, comme un nivellement par le bas, où la parole d'un expert d'un domaine est au même niveau que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Et puis la possibilité justement d'avoir des propos extrêmement haineux, comme ça, sous un couvert d'anonymat. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui s'amplifie. Hein. Il y a des problèmes d'harcèlement, etc. Et à mon avis, il faut faire quelque chose. Qui veut rebondir sur... Moi, je veux bien, puisque tu veux passer le vélo. Ben ouais, hein. La première question, c'était, pensez-vous qu'il faille interdire les propos haineux? Non, c'est-à-dire qu'on mette fin, mettre fin à l'anonymat, qu'on puisse... Pensez-vous qu'il faille contrôler, réguler les propos haineux, racistes et xénophobes sur les réseaux sociaux? Ma réponse est oui. Je m'inscris dans l'arc républicain, puisque ces propos xénophobes sont interdits par la Constitution. Et je pense que non seulement il faut les interdire sur les réseaux sociaux, mais à la télé et dans tous les médias en général. Je veux dire, là, voilà. Après, c'est certainement très difficile de contrôler tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, mais que je sache, il y a des gens qui tiennent ce type de propos, qui sont invités à la télé et ça se passe bien. Il y en a qui font des manifs et ils ont le droit. Enfin, donc je ne pense pas qu'il y ait un traitement particulier
de ce type d'attitude, comment dire, anticonstitutionnelle sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'il y ait de spécificité à ce niveau-là. Tu veux dire que c'est pas que sur les réseaux sociaux que ça se je veux place. dire qu'à la télé, l'autre jour j'ai entendu Marion Maréchal Le Pen à la radio, au journal, elle avait des propos racistes, ouvertement racistes. Personne ne l'a interdit de parler, ne lui a dit, mais attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est vous tenez des propos racistes qui entraînent au rejet d'une partie de la population, c'est contraire à la Constitution. Personne, enfin, tu vois. Oui, bah alors peut-être que par rapport à ta réponse, c'est l'amplification. Les réseaux sociaux c'est comme une caisse de résonance qui peut prendre une ampleur absolument démentielle. Oui. Mais ce que je constate en tout cas, c'est... Après moi je suis pas sur Twitter parce que je me rappelle plus mon mot de passe. Il était couvert, c'était nano fromage, je sais pas quoi. C'est mon fils qui me l'a fait, je me rappelle jamais. Mais donc je vais pas... Puis en plus j'aime pas Twitter parce que j'aime pas le principe d'être obligé de faire des commentaires hyper raccourcis, quoi. Parce que je trouve qu'on a une pensée qui finit par, franchement, c'est ça, on n'en est plus que... la pensée nécessite parfois plus de, je sais pas combien de caractères, 2000 caractères ou je sais pas quoi. Mais n'empêche que je vois des commentaires, même sur Facebook, j'y suis, qui sont parfois violents enfin, je comprends. Il y a une haine sur les réseaux sociaux qui est assez sidérante et je crois que c'est intéressant de voir peut-être votre avis. Pourquoi tant de haine? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Moi, je comprends pas. Voilà. Moi, par rapport à cela, je dirais qu'il faudrait contrôler. Ça serait bien de contrôler ce genre de médias, de réseaux, etc., les réseaux sociaux, mais comment? C'est-à-dire dans quel cadre? Parce qu'il y a déjà des sanctions qui ont été mises en place par rapport à cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi, mais les réseaux, on va dire, ça favorise aussi ça. Ça donne accès à beaucoup de choses. Et le fait, en fait, de contrôler ça ou de donner un cadre à ça, ça serait peut-être mieux, oui, sûrement. Aux informations des jeunes filles, bien évidemment, qui se suicident à la suite de films qui ont été projetés, et là il s'agit souvent de jeunes adolescents et comment réglementer ça, parce que en plus je pense qu'il y a aussi le problème du fait d'être mineur ou d'être je pense que si, moi j'ai aussi vu j'ai vu passer des infos où si des personnes renommées émettent des propos qui vont contre le gouvernement, je l'ai beaucoup vu pendant le Covid, je le dis au passage, contre le gouvernement, eh bien ces personnes se trouvent tout d'un coup coupées des réseaux Facebook et Twitter. On leur coupe d'un coup. Donc c'est que c'est possible. Mais c'est possible, sauf que là, ça pose un problème démocratique. Seulement voilà. Mais quand on se rend compte que des jeunes qui n'ont pas qui se marrent en fait, finalement, ils voient pas forcément à mal, mais ça se fait quand même. Comment faire pour limiter ça? Parce que en contrepartie, c'est des drames. Mais c'est des drames qui marquent une vie entière, quand la vie continue, parce que quand ça ne se termine pas par un suicide. Et là, effectivement, moi je trouve que là, vraiment, la question se pose, parce qu'il y a ce problème de liberté et puis d'âge, et puis je pense qu'il y a aussi un problème éducatif, mais bon, ça c'est un vaste sujet, et voilà. Donc j'ai pas de réponse à cette question, moi je me pose plein de questions en même temps que les vôtres. C'est plein de questions. C'est dans la continuité. Juste pour rebondir, pour moi, la question devrait plutôt être pourquoi est-ce qu'il y a parfois ce déferlement de haine.
au final, c'est un problème pour moi qui est on va le dire, démocratique déjà, premièrement, dans le sens où il y a eu pendant une période des problèmes qui ont traversé le pays, même c'est actuel, et où il y a eu une censure, premièrement, dans les médias, et qui n'ont été que relayés, notamment par Twitter, et pourtant je ne suis pas forcément un grand fan de Twitter. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, Twitter en première ligne est un exutoire, est devenu un exutoire pour pas mal de gens qui ne sont pas forcément représentés dans les grands médias et qui aujourd'hui, parfois avec pertinence, parfois totalement de manière stupide et sans forcément connaissance de leur sujet. Et c'est ce qui a permis ça. Et en fait, au fil des générations, on est passé d'une France avec des personnes qui sont quand même sensées, même quand ils sont parfois de mauvaise foi, ils ont des arguments, à aujourd'hui, à une personne qui s'appelle par exemple Éric Zemmour, qui est beaucoup moins pertinent, beaucoup plus stupide à mon sens, et beaucoup plus, si je peux me permettre, qui sortent des fake news sans qu'on le reprenne forcément dans les grands médias et qui sont souvent repris parmi les réseaux, et du coup il y a des axes qui se oui, c'est un réservoir pour le populisme en tout cas, exactement. On Mais voit pas pour que, Trump, etc. C'est ça, exactement. Et c'est aussi de reprendre ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est de donner la parole à ceux qui n'ont jamais. Et c'est ça le phénomène de base, mais c'est pas parce qu'on n'a pas la parole que ce qu'on dit est pertinent, exactement. Pertinent. C'est là où après il y a plusieurs facteurs. À mon sens, c'est qu'il y a un côté où il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années. C'est pour ça que moi je dis que, on a la chance d'avoir été dans cette génération des années 90 et on est un peu la liaison entre les anciens et la nouvelle génération, je trouve. Et qu'à un moment donné, il y a eu, on est passé quand même d'un côté très il faut penser avant de parler. Il faut penser. Et surtout, pas que penser, apprendre avant de parler. À aujourd'hui, mon avis compte. Et ça me dérange. Mon avis puis compte. Ce phénomène de spontanéité absolue où on réagit à chaud sans du tout réfléchir à ce qu'on dit. C'est ça. J'essaie de structurer un peu parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, mais la question a priori... Non, mais là, voilà, évidemment que la question soulève le principe de la liberté d'expression de tous, donc la possibilité, voilà, donc... Mais je reviens un peu sur ce que disait Sylvie, un peu là en ce moment, médiatiquement, on a vu le sujet de l'harcèlement qui est posé donc, par le problème des réseaux sociaux et tout ça, bref, par les jeunes. Alors les jeunes, par définition, ils sont capables de faire des erreurs et on devrait leur permettre de faire des erreurs, donc ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est à nous, les adultes, de les encadrer. Alors de là, en venir à l'interdiction de la liberté d'expression, c'est là où ça commence peut-être à être dérangeant. Parce que là, du coup, ce sujet s'est mis sur la table, parce qu'il faut le dire, les politiques n'ont pas apporté la réponse à cet événement. Et donc, le politique fait en sorte de retourner la situation pour que, justement, on en arrive à un autre moyen d'interdire... peut-être pas la liberté d'expression, mais de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Alors que, on le sait tous, maintenant, il y avait un courrier de la famille qui avait été adressé au rectorat sur cet événement. Il y a eu une réponse qui était honteuse, ignoble du rectorat, et c'était cette réponse qu'il fallait apporter à cette famille qui avait besoin, sans doute, d'aide psychologique, même au niveau du gosse. De là, en venir, là, on est dans un débat de société sur sanctionner les mineurs qui utilisent qui font des erreurs, qui sont en phase d'apprentissage. Je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre et c'est malheureusement dangereux aussi. C'est-à-dire, tu veux faire le distinguo entre mineurs et majeurs Oui, parce que la question est ouverte, on est d'accord, c'est que tout le monde est dans
Oui, Alain, je complète. Donc, la question elle est ouverte. Donc, ça concerne. Il n'y a pas de limite d'âge a priori. Donc, ça serait tout le monde qui serait. Non, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'il y a un droit à l'erreur par rapport à la jeunesse, par rapport à. Voilà. Oui, les adolescents, donc, les jeunes qui sont. Et de ne pas le mettre sur le même niveau qu'un adulte qui. Voilà, en fait, ils sont dans une sorte de dichotomie. J'essaie de me mettre à leur place. Ils sont nés avec ces outils et donc font partie de leur quotidien. Ils nous voient, nous adultes, en train de les utiliser en plus. Donc évidemment, ils s'y intéressent et c'est naturel parce que l'enfant a besoin de découvrir. Donc il s'intéresse à tout ce qui l'entoure. Enfin, il a peut-être conscience de faire quelque chose qui n'est pas bien quand il envoie des messages. Justement, mais nous adultes, j'allais dire, on fait aussi des choses qui ne sont pas bien, mais parce qu'on est adulte, on sait à quel moment il faut le faire ou ne pas le faire. Mais les jeunes doivent définir les limites. Et donc c'est à nous aussi, et aux institutions, de définir ces limites. Et donc passer évidemment par l'erreur, donc dépassement de ces limites pour pouvoir comprendre que c'en était une et recadrer. Plutôt que de sanctionner avant même que l'erreur ait eu lieu, quoi. Voilà. D'accord. Chantal? Alors moi je voulais revenir sur ce que Fabienne disait tout à l'heure, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, mais tu as parlé aussi de la télévision. Or, il y a un certain nombre de canaux médiatiques que je ne nommerai pas, ça me salirait la bouche, pour qui ce genre de propos fait du buzz. Donc voilà, donc ça fait du buzz, on parle d'eux, et comme les jeunes finalement regardent un peu les médias, pas forcément tous les bons médias, si lui ou elle le fait, pourquoi pas moi? Voilà. Et moi, je pense qu'il y a aussi une part du fait qu'il y a un grand mal-être dans nos sociétés si avancées, il y a 25 000 guillemets, parce que on a l'impression qu'on peut tout avoir. Or, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par soit le plan affectif, soit le plan financier, le plan du travail, de la reconnaissance sociale, enfin, sur plein de plans très différents. Pourquoi on l'interdirait à un lambda et pas à quelqu'un qui est censé gouverner? Voilà. La différence, c'est quand ça devient un délit. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de délits qui sont commis à la télé. Et malheureusement qui restent impunis. Qui restent impunis. Et il y a ce sentiment un peu d'injustice, je pense. Et pour le coup, moi, je suis quelqu'un de, pour le coup, limite dictatorial à ce niveau-là. Moi, je suis à la limite de dire oui, non, il faut limiter. Moi, j'avoue, je suis dans ce concept-là. Il faut limiter parce que dans le cadre par exemple, par rapport aux enfants, non, pour moi, il faut qu'il y ait une limite, tout simplement. Parce que parfois ça va trop loin. Ce qui restait à l'époque à l'école au niveau de l'harcèlement aujourd'hui continue. Oui. Alors j'ai assisté à une réunion. Maintenant, le harcèlement est majoritairement sur Internet et les réseaux sociaux. C'est nouveau parce qu'avant c'était dans la cour de récré. Exactement. Et moi, j'avoue, je suis assez dur à ce niveau-là. Mais on ne peut pas apporter une solution de façade, pour moi, quand le problème est réellement beaucoup plus profond et qu'il y a des problèmes, c'est multifactoriel. Il y a l'impunité qu'on peut voir chez certains politiciens ou à la télé, des problèmes d'éducation par moment, soit de l'éducation nationale, soit des parents, parce que derrière, il y a pu avoir une volonté de l'éducation nationale de prendre le relais, mais et puis autre chose, et puis l'effet de groupe, on peut citer plusieurs facteurs, mais pour moi, on doit traiter d'abord le fond avant de mettre des règles strictes, à mon sens.
traiter le problème dans sa profondeur et commencer ensuite à établir des règles. Moi, je m'inscris plus dans ce cas-là, à la limite du dictateur qui prend pas en compte le peuple et qui va devoir à un moment donné décider ce qui doit être bon, par des experts bien évidemment, par des gens qui ont étudié la question, par des gens qui sont beaucoup plus réfléchis. Oui, mais enfin les règles, elles seraient assez connues, ce serait de mettre fin à l'anonymat, par exemple, qu'on puisse poursuivre certains... Oui, ça peut être le cas, mais moi personnellement, je trouve qu'il y aurait une injustice dans cela. Alors, bien évidemment qu'il faudrait le faire, mais il faudrait une justice qui soit réelle et neutre. Et ne pas jouer avec des vices de procédure, comme on peut le voir avec Dupond-Moretti, par exemple, juste pour le citer. Mais, les 17 autres. Exactement, mais voilà. Et moi, je trouve que cette impunité-là, en fait, exacerbe le côté exutoire des Ah, mais ça, tu as bien raison. C'est un très mauvais exemple. Juste, pardon, par rapport à l'anonymat, par rapport à l'anonymat, techniquement, c'est possible avec l'adresse IP. Oui. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, je ne sais pas si ça sera une avancée ou pas, puisque c'est possible déjà. Donc, oui, alors après, techniquement, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Que la personne soit exactement. anonyme ou pas, ouais. Après. Parle fort. Le problème de l'adresse IP. Oui, donc, bien évidemment, les personnes qui savent ce qu'elles font en faisant du mal savent comment contourner l'adresse IP et ne pas. Oui, je crois qu'il y a des logiciels qui cachent l'adresse IP. Hein. Tu te prends un VPN, oui. Tu te prends un VPN. C'est traçable et c'est très facilement. Oui. On peut savoir qui a utilisé quoi. C'est assez facile. Oui, mais je pense qu'un type qui est très... c'est traçable par des gens qui connaissent très bien... Enfin, là c'est une idée personnelle. Je suis pas férue du sujet, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent se permettre de... Parce qu'elles savent très bien comment utiliser l'outil, se cacher. Enfin, je suis sûre qu'il y a des moyens. Hein, je suis sûre qu'il y a des placards dans lesquels on peut se mettre et se cacher. Hein. Ça, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont très doués informatiquement pour ça. Enfin, voilà. Voilà. Oui, alors pendant qu'on passe... C'est comme les jeunes pour le harcèlement. On propose de leur fermer les comptes. J'ai entendu des jeunes dire oui, mais j'en ouvrirai un autre. Ils ne sont pas stupides. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut... Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils ont trouvé la solution, c'est d'essayer de régler le problème à l'origine et ne pas le transposer. Donc c'est la même chose que pour l'IP, chacun trouvera une parade, un truc comme ça. Évidemment, même ça ne résoudra pas le problème. Donc vaut mieux le régler à l'origine, à la racine, plutôt que sur les techniques d'y parvenir ou pas. Bernard. Bon, moi, je trouve que Cyprien a bien posé le point, le suffrage universel, c'est bien la reconnaissance que tout le monde, quelle que soit sa capacité, il a le droit de participer à la décision, au vote de la même façon. Revenir sur ce principe, c'est nier la démocratie. Mais tu parles de décision, quelle décision? Comment? Tu t'as parlé de décision. Ah. Oui, une loi, un vote, et c'est absolument, c'est la base, ça a été un progrès, et en plus, moi, l'histoire des experts, ça m'amuse beaucoup parce que le nazisme, c'était plein d'experts, le communisme, c'était fait par des experts. Non, mais attends, quand même. Calmons-nous, parce qu'il y a des vrais... Enfin, je parle... Oui, c'est pas que... Non, mais bon, moi, c'est pas que les experts en gaz sarin et en... on parle d'experts scientifiques, on parle de sociologues, on parle de philosophes. Quand on voit comment il s'appelle, sur la chloroquine, c'est un expert. Hein. Qui? Raoult. Ah oui, c'est bon, c'est un expert. Bon, voilà, non, l'expert, c'est clair que ça se pose, l'expertise. C'est vrai qu'il y a, mais c'est pas opposer les experts aux non-experts.
moi je trouve que c'est un progrès de dire tout noir. Après tout, ma voix, elle vaut la voix d'une grande personnalité. Oui. Je pense que c'est la question, c'est d'éviter. Il me semble que c'est d'éviter. Parce que là, vous parlez de personnes, mais ce qui est plus dangereux, c'est que la manipulation, elle est avec des histoires de comptes là, falsifiés où on croit que c'est plusieurs personnes qui ont réagi en fait, alors que c'est à partir de comptes uniques qui balancent des trucs. C'est ça. Bon, c'est contre ça, il faut effectivement prendre des mesures. Il faut arriver à éviter ça. Mais sur le principe, moi je pense que dans la démocratie c'est la liberté et on a le droit d'être raciste. Parce que après tout, moi entre le fait. Alors, le problème des enfants c'est différent. Les enfants, c'est clair que sur le plan sexuel, on établit des règles de minorité, de protection. Il y a un problème qui se pose de manière différente du problème général de la liberté d'expression dans la démocratie, sur les réseaux sociaux, il me semble. Ok, donc tu veux en venir... Il faut prendre des règles particulières pour les enfants. La pédophilie, c'est interdit, c'est normal, on les protège. D'accord. Bon, ça, sur ce plan, ça, on ne met pas ça en cause. C'est des experts aussi qui ont répondu, qui ont fait du mal. Donc, si on dit que... Oui, mais enfin bon, oui, est-ce qu'on peut mettre en cause... Enfin oui, je veux bien qu'il y ait des experts qui déconnent, mais je veux dire, quand même, quand tu passes 30 ans sur un domaine, tu sais de quoi tu parles et t'es pas forcément... les experts aussi, ils disaient ça. Le racisme, le colonialisme, les choses comme ça, ça a été mis en place par... C'est vrai, t'as pas tort. Comme ça. Et donc, qui peut les remettre en cause, en fait? En fait, c'est exactement. C'est là où il doit revenir. Et juste pour... en fait, il a totalement raison dans le sens où on ne met, soit souvent on ne veut pas mettre des personnes qui vont apporter une contradiction, on va dire, complète, sous prétexte qu'il pourrait y avoir une idéologie, par exemple, pendant le colonialisme, ou par exemple en Allemagne, le point Godwin avec Hitler ou à certains moments. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, il y a des débats contradictoires entre experts. Je veux dire, bah si quand même, hein. Enfin ça dépend quel domaine, il y a des domaines beaucoup plus sensibles. Oui. Mais je veux dire, sur des théories scientifiques, il y a énormément de conflits où ils ne sont pas d'accord. Alors sur le scientifique, étant donné que c'est souvent du factuel, quand je dis factuel, ça va dépendre, mais on part sur des théories de relativité ou que sais-je. Là, je pense que le domaine public, ils en ont foutu un petit peu du domaine scientifique, ça va plus être sur les questions politiques. Oui. Là, il y a quand même les sciences humaines ou les... Alors, il peut y avoir des censures effectivement, mais souvent il y a des personnes qui vont représenter un certain groupe qui ne sont pas du tout experts, mais qui vont mettre face à des personnes qui ne sont pas forcément expertes, mais qui ont un peu plus de bagage, intellectuel. J'ai pas envie de dire ça, mais parce que j'ai une personne en tête, mais voilà. Et en fait, on a l'impression que c'est une sorte on veut faire pencher une idéologie. Donc, en fait, on met par exemple un Yacine Bellatar, on l'a mis face à un Éric Zemmour, alors que Yacine Bellatar, à la base, c'est un comique. Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut apporter comme contradiction à Éric Zemmour, qui parfois va partir sur certains points, on a vu plusieurs fois où il avait tort sur certains débats, et que Yacine Bellatar, non, il va partir souvent sur le comique. Parfois, par moment. Oui. Et donc pour moi, c'est parfois sur certaines chaînes d'information, par idéologie, va faire ce genre de petit match-up désolé. J'avoue, je l'ai piqué. Juste pour. Non, t'as complété un peu, on va dire ce que je disais. Ouais, on peut se battre. C'est pas possible. Non, il n'y a pas de problème. Salaud, t'as pris mon micro.
Pourquoi tout ça C'est ça la discrimination. Juste pour compléter ce que j'étais en train de dire, c'est que après, avec ces experts, etc., on va utiliser ces recherches ou ces analyses faites par les experts au service de quelque chose. Ça peut être instrumentalisé, etc. Et c'est le plus fort celui qui a réussi à faire dominer son idéologie sur les réseaux ou sur les trucs qui vont... C'est ça qui va être mis en place, en fait. Donc, est-ce que réellement on veut mettre en avant des valeurs comme l'égalité, comme de la liberté, mais toutes ces valeurs, tous ces principes qu'on revendique, en réalité, il y a beaucoup d'injustices qui est faite, beaucoup d'injustices qui sont faites, pardon. Et donc... Mais par rapport à la problématique des experts, en fait, comment on va opposer, vu qu'il y a des divergences entre experts, qui va pouvoir dire que tel expert a raison sur l'autre tel expert? C'est le propre du débat, on n'est pas forcément, et c'est pas comme sur un ring où obligatoirement il y a un vainqueur et un vaincu. En fait, ça va le devenir dans le sens où, après la domination de la vie de tel expert, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être prendre le dessus sur l'autre. Une idéologie qui va prendre le dessus sur l'autre, etc. Et donc, dans ce cas-là, ça devient un combat. C'est plus juste on débat et puis on rentre chez nous. Il y en a un, il va remporter son avis, il va prendre le dessus, quoi. Je suis d'accord avec ça. Ça peut créer... Passage de micro, Fabienne, je crois. Je vais essayer de Oui, je voulais dire, parce que tu évoquais l'appauvrissement de la pensée quand on regarde certaines émissions de télé et tout ça. Et je dirais pas seulement des émissions de divertissement, mais des émissions qui se prétendent des émissions sérieuses sur, je sais pas quoi, LCI, c'est TF1 ça, où ils font des débats avec des gens soi-disant spécialistes qu'on ne sait jamais qui c'est, et qui, en fait, dans Les Chiens de garde, qui est vachement bien, c'est un documentaire vachement bien, on voit que certains gens, ça se dit pas, certaines personnes qui sont présentées comme des spécialistes sont en réalité des chefs d'entreprise, c'est pas du tout des Attends, Fabienne, c'est vrai ça, non, à la télé des experts qui sont experts de je sais pas quoi, peut-être des chiottes, mais je suis d'accord. Mais quand tu vas dans la sphère des chercheurs, etc., c'est quand même pas exactement la même chose. Il y a la vitrine télévisuelle qui déconne complètement, mais je veux dire... Mais c'est ça, en fait, c'est vers là que je voulais aller, c'est que oui, médias. C'est vers ça que je voulais aller en fait, c'est que dans les médias, les experts ne sont pas forcément des experts. Donc ça donne une sorte de mauvais exemple de comment on réfléchit sur un sujet. On met 4 personnes autour d'une table, il y en a 3,5, si je puis m'exprimer ainsi, qui vont être d'accord, et l'autre on ne va pas lui donner la parole, ce qui veut dire qu'en fait la même idée va être reprise un peu par tout le monde. J'appelle ça un peu du brainwashing, quoi, du lavage de cerveau. Je voulais dire aussi que, pour répondre, faire ma petite remarque sur une voix égale une voix, dans une urne, oui, je suis complètement d'accord, on a tous la même voix, enfin le même droit de vote, et les femmes depuis moins longtemps, mais heureusement, on y a droit maintenant. Mais je pense qu'une voix n'égale pas une voix, je veux dire, un élève n'égale pas un prof. Un élève, il ne va pas faire un cours sur je sais pas quoi, en physique ou une dissertation, il n'a pas été formé, il n'a pas appris, il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un avis. Je fais une parenthèse parce que moi je fais pas des cours et j'étais prof à un moment donné. C'est-à-dire que maintenant les élèves évaluent leurs profs. Ben oui. Et parfois c'est justement un phénomène, je dirais, généralisé où il y a une sorte de nivellement. C'est-à-dire que l'élève peut critiquer son professeur et j'ai vu justement des établissements qui après ça pose problème si une d'élèves contestent leur prof. Et j'essaie juste, je voulais finir sur un truc vraiment de gauche. Je vais être extrémiste dans 10 minutes. Mais parce que je pense qu'à l'éducation nationale, il y a aussi quelque chose qui ne va pas aujourd'hui.
Et je pense que beaucoup d'élèves se retrouvent avec un bac qui n'est pas toujours complètement mérité, vont aller à la fac alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Je ne dis pas qu'ils sont pas capables de l'avoir, je dis ils sont très mal formés, mal encadrés, mal aidés. Donc ils vont faire des études qui leur laissent penser qu'ils sont spécialistes de certains sujets. La question c'est, est-ce qu'on ne permet de parler qu'à ceux qui sont dans ce processus-là? Par rapport à... on voit très bien ce qui s'est passé sur le Covid entre... notre maître, il s'appelle... oui, je vois ce que tu veux dire. Tout ça. Bon, oui. Il y avait des débats importants. Moi, je ne sais pas scientifiquement, ça avait l'air... Bernard, c'est quoi ce que tu essayes de dire exactement? Moi, j'essaie de dire que, de toute manière, il faut... le racisme, le truc, ça doit pouvoir s'exprimer. Parce que de toute manière, si on l'empêche, ça restera. Ça ne disparaîtra pas. Oui, mais après, je veux dire, là maintenant, ça rentre dans le cadre d'un délit, comme le négationnisme. Donc, ça rentre dans le cadre légal, c'est illégal. Le négationnisme est illégal. Le négationnisme est passible. Enfin, c'est un délit. C'est illégal. Ah si, le négationnisme est interdit. Non, c'est interdit. En France, si, en France c'est interdit. Hein. Oui, si on nie les camps d'extermination, il y a... Désolé, moi je pense que le racisme c'est quelqu'un qui est contre l'inégalité, qui dit je pense que la société doit être hiérarchisée, il y en a qui sont meilleurs, justement les experts ils doivent diriger. Mais enfin, moi, la démocratie c'est le fait de convaincre de pouvoir changer le gouvernement et changer les politiques. Si on décide que c'est toujours les mêmes dans ce sens, de toute manière, le problème c'est que c'est pas vrai, ça reste caché, et en fait, le fait que ce soit espace de libre expression. Alors encadré, c'est encadré en France, la libre expression, elle est dans les idées et on ne peut pas s'attaquer aux personnes directement. Ok, alors qui veut rebondir? Tu reviens sur la même chose entre les opinions et des attaques personnelles. Mais moi je mets un bémol quand même, il y a des opinions qui sont condamnables. Si fouter tous les noirs, c'est condamnable. Enfin, si on veut faut tuer les noirs ou tuer les... Voilà, c'est condamnable. Donc une opinion ne vaut pas une opinion. Enfin, je pense que, en tout cas, au niveau d'une société, il y a quand même un cadre où il y a des opinions qui sont tolérées et des opinions qui ne sont pas tolérées. Voilà. Bah voilà. Oui, donc... Ou alors, oui, on peut poser la question, est-ce qu'on peut remettre l'esclavage d'actualité? Ça pourrait être un référendum là-dessus. Quand même. À qui veut réagir? On prend le micro pour réagir. Il n'a pas tort, hein, parce que du coup... À micro. On en rigole, mais non, il n'a pas tort, Bernard, de soulever ce point, parce que du coup, ça fait partie de la liberté d'expression. Empêcher quelqu'un de donner son opinion, voilà, c'est la limite. Oui, non, mais voilà. On va désigner, on le fait tuer, etc. Ce qu'il veut dire dans ses propos, c'est renier qu'il y a des personnes qui peuvent tenir ces propos, c'est aussi renier qu'ils existent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, oui, non, mais la possibilité de s'exprimer plutôt que de... Tout dépend de l'ampleur que ça peut avoir. C'est la même chose que le harcèlement, pardon. C'est en venir à j'allais dire, soigner peut-être le mal à la racine plutôt que de le sanctionner. Permettre à la personne de s'exprimer et ensuite pour pouvoir faire débattre là-dessus. Justement, je voulais réagir sur ça,
sur ce que tu étais en train de dire et en même temps sur ce que Pierre il a dit, que j'ai trouvé qui était très intéressant, sur le fait de trouver, comme par rapport à la première question, le fait de contrôler ou bien interdire, etc. C'est quelque chose qui sera très difficile, voire peut-être impossible à faire, ou très difficilement. Donc de trouver des alternatives, pas forcément la solution, ou des solutions, une alternative, comme le fait d'outiller les gens, que ce soit les jeunes, qui puissent, parce que vu que c'est quelque chose qui pourra peut-être pas être fait, c'est-à-dire cadré, contrôlé entièrement, etc. Mais le fait de donner des outils. Oui, mais si tu prends le cas d'un enfant qui est déscolarisé ou qui est hors système, je veux dire, enfin, il y a des jeunes qui... Forcément à l'école, en fait. Alors oui, mais alors si c'est pas l'école, c'est où? Les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'éducation. Aussi, utiliser le même... Oui, mais enfin, tu fais ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Si tu veux pas aller quelque part, tu y vas pas. En fait, j'ai pas une solution parfaite, mais le fait que ça existe, qu'il y ait des alternatives comme ça, c'est le moindre mal, on va dire, en gros. Ça serait limiter la casse, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas le fait de trouver la solution. Ça y est, j'ai trouvé ça à l'école, ou ça sera pas la solution, parce que... Elle est multifactorielle. Voilà, on va toujours trouver des personnes comme tu dis, qui sont plus à l'école, ou bien telle chose. Pour telle raison, on ne pourra pas mettre certaines choses en place, mais ça serait bien que ça existe. Ok. Après, dans certains milieux ou domaines, etc. Mais si c'est inexistant, on ne peut même pas commencer à réfléchir à des solutions ou des alternatives. Mais là, c'est intéressant parce que, voilà, développer l'esprit critique. En fait, je pense, quand Pierre il a dit ça, je pense à même les jeunes de quartier, etc., comme je suis médiateur, que je fréquente. Ils ont peut-être, des fois, ils viennent dans des associations, etc., et on leur propose pas ce genre de choses. C'est-à-dire, on va leur proposer de jouer au foot. On va leur proposer des ateliers de djembé. Voilà. Non, c'est une bonne question. C'est vrai, tu as raison. Un jeune de quartier. Oui, tu as tout à fait raison. Faire de la danse. Oui, faire de l'occupationnel, alors que là, il y aurait des outils à donner. Et là, ça serait beaucoup plus intéressant. Ça ne sauverait pas le monde, mais peut-être ça va limiter la... Moi, j'aimerais bien sauver. Il y avait Fabienne qui voulait parler. Oui, moi, je suis d'accord. Enfin, je trouve c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que justement, l'idée, c'est pas de les amener à réfléchir. Enfin, pas dans la société actuelle. Je crois que dans la société actuelle, on monte pas, on n'essaye pas d'élever le niveau de conscience et d'esprit critique de nos jeunes. Et je le déplore. Je suis vraiment la première à le déplorer. En revanche, la question que je me pose, c'est si les réseaux sociaux pourraient pas aussi jouer ce rôle-là, parce que en fait, les réseaux sociaux, on dit que c'est surtout les jeunes qui sont... Je reviens au débat intergénérationnel, parce que je trouve que c'est un peu au cœur de ça. C'est plus des jeunes que... Oui, moi... Qui s'emmerdent et qui passent leur journée... Oui, non, je sais bien. Et moi aussi, j'y vais beaucoup, mais... vous m'avez pas demandé tout à l'heure. Moi, je passe ma vie dessus. Non, mais parce que je trouve que ça pourrait être un moyen d'échange. Je veux dire, tu peux poster une idée et les gens viennent... on en discute. Et pas seulement se traiter de tous les noms et dire elle est nulle ton idée, point barre. Ça pourrait être justement ce qu'on est en train de faire là, en fait. Oui, mais je veux juste dire sur Oui. Peut-être, je vais essayer juste en une phrase, et c'est un pédopsychiatre justement qui l'a dit. Il disait que les enfants, mais je pense qu'on peut extrapoler aux jeunes. Il disait en une phrase, je pense que ça résume tout ce qu'on dit. Les enfants n'écoutent pas, ils observent. Voilà. Alors lui, il parlait dans le cadre familial, c'est-à-dire quand les parents essayaient d'éduquer, il disait non, mais les enfants n'écoutent pas, ils observent ce que vous faites. Et je pense que le cœur du problème, il est là, et c'est ce qui ressort depuis le début, c'est-à-dire que comment on fait pour que ces jeunes aient un esprit critique. Il faudrait déjà que les adultes l'aient. Il faudrait déjà qu'en fait, quand j'allume la télé, que je regarde des débats, en fait, c'est ça, les jeunes observent, ils ne font que reproduire, enfin, c'est mon opinion, mais je pense qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient des adultes. Je pense que le problème vient d'abord des adultes et non pas des jeunes.
Bon, je suis moi, je voulais parler, mais je peux pas. Je suis d'accord. C'est ça, hein, l'animateur est débordé par ses... Je suis d'accord. C'est l'adulte. Je voulais dire en fait, quelque chose, qui doit mais c'est pas grave. montrer, être un exemple, parce que on fait tous partie, je pense, enfin nos générations surtout, on a tous été éduqués par, on va dire, la force. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Fais ce que je te dis surtout. Et en réalité, moi je l'ai vécu, j'ai essayé avec mes enfants et ça a très bien marché. C'est à nous d'être l'exemple. C'est-à-dire que quand on veut obtenir quelque chose d'un enfant, eh ben déjà, on lui montre comment faire. On ne va pas faire le contraire sous prétexte qu'on est un adulte et que ça nous donne un statut, là encore, de pouvoir ou prioritaire. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. Alors, moi, je vais même mettre mon grain. Et c'est une question de respect. Si tu veux qu'un enfant te respecte, eh ben, respecte-le, je veux dire, déjà pour commencer. Ça ne veut pas dire tu lui passes tout. Hein, c'est pas ça le respect. Le respect, c'est de le traiter comme une personne à part entière, pas comme quelqu'un d'inférieur qui comprend rien à ce qu'on lui dit. Et enfin bon, and so on. Ok, mais moi, ce que je voudrais poser comme question par rapport à ça, c'est-à-dire, en fait, tu dis il faut travailler sur le fond, c'est-à-dire sur la société elle-même. Alors là, c'est comment on fait? Je veux dire. C'est individuel, ça commence par chacun doit se prendre un petit peu. Djibril va répondre. Je pose la question à Djibril. Moi, je pense qu'il y a une réelle volonté. Il peut y avoir une volonté politique. Ça serait au niveau politique. Ah, bien sûr. D'accord. Je veux dire, à un moment donné, on est en capacité financière. Alors moi, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, donc pour le coup, je sais. Je veux dire, quand on a envie de mettre en avant quelque chose, on sait le faire. Et là, ce serait quoi? Par exemple, déjà, je pense que. Désolé, mais il y a une restructuration de toutes les émissions à faire. Je veux dire, non, mais sincèrement, je veux dire, et c'est possible. C'est pas impossible. Je veux dire, c'est possible. Le fait d'éduquer, de revoir l'éducation des jeunes avec ce qu'ils aiment, comme tu étais en train de dire, c'est juste changer le fond, mais non, garder le fond, pardon, et changer la forme. Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, là, c'est le foot, mais à travers le foot, on peut leur inculquer tout à fait. Des choses, tout à fait. des outils, etc., tout à fait. qui peuvent leur servir dans tout d'autres à fait. domaines par la suite. Et c'est prouvé. Alors justement, le fait de l'imposer, mais il y a le fait de les faire aimer aussi. Les écouter. De les faire rêver. Aimer. Oui. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas forcément obligé d'imposer des choses. Oui. Ce qui arrive des fois dans des associations ou autres, des fois on impose des activités, des trucs, vous allez faire ça. Mais c'est pas ce qui marche le plus des fois. Oui, bien sûr. En leur montrant l'importance. Oui. En leur faisant conscience. Acteurs de leur propre apprentissage. Enfin, ça, c'est même dans les fondements des écoles alternatives. C'est le jeune qui est le moteur de sa propre développement. Oui. La méthode Montessori, entre autres. Oui, bien sûr. Par exemple, et ça, introduire ça dans des associations à l'école ou autre. Oui, à l'école, c'est loin d'être le cas. C'est peut-être dans 40 ans, mais pour l'instant, c'est mal barré. J'ai écouté un philosophe, Alain Deneau, c'est un Canadien, qui parlait de la médiocratie. Et qui disait qu'en gros, c'est ça en fait. On est dans la médiocratie. Médiocre, mais médiocre dans le sens où... Parce qu'un médiocre et un décervelé, c'est plus contrôlable que quelqu'un qui réfléchit. Personne ne m'a entendu dans ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On essaie de ne pas parler en même temps. Le gouvernement successif, c'était juste une remarque du coup. Mais j'ai interrompu Laoud, c'est ça? C'était juste pour dire que peut-être on se pose la question de est-ce que les gouvernements successifs cherchent ou non à cette élévation C'est un vrai problème et ça c'est une vraie question et la réponse alors attention de ne pas parler tous en même temps, s'il vous plaît, de garder le principe du micro. Hein, Fabienne? Du micro, parce que lui, là... Non, mais ça suffit, toi. Moi, je te réinvite pas. Hein. C'est normal, c'est moi qui anime. Après, au niveau du montage, c'est plus simple. Là, c'est fixe et là, ça tourne. Allez. Ok. Ce que je voulais dire... Alors, moi, attention, moi, je t'enlève le micro. Parce que disait Pierre tout à l'heure dans l'enseignement qu'il a reçu, mais c'est en terminale, tu as dit.
en terminale. Donc, je pense que c'est super intéressant, mais peut-être avant la terminale, tu vois, et que ça soit une matière répétée tout le temps. Et puis, il y a autre chose que je voulais te dire ce matin. J'ai écouté un truc, je ne sais plus sur quoi, où il y avait mis en parallèle l'éducation type éducation française versus éducation finlandaise. Certes, il y a un petit pays, c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre, je ne sais pas, mais en tout cas une éducation qui a d'excellents résultats. Et leur éducation, elle est basée dès le plus jeune âge sur le participatif. C'est-à-dire que nous, à l'école, c'est cours magistral, le prof, comme tu disais tout à l'heure, pendant 20 ans, il fait le même cours, les générations passent, l'eau coule sous les ponts, c'est toujours pareil. Alors qu'en Finlande, ils font du participatif, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, les cours sont interactifs. Et ça développe l'esprit critique, ça rejoint et ça responsabilise, ça apprend, je pense, à apprendre de ses erreurs, des conneries qu'on peut dire, ou des... Enfin, je sais pas, mais je pense que... Ouais, Fabienne. C'est plus... Fabienne, parce que ça fait une demi-heure qu'elle veut parler. Attends, de mon expérience de l'éducation nationale de 40 ans et de formation des profs, donc je connais hyper bien les programmes. Enfin, je les connaissais, j'ai tout oublié depuis que j'ai arrêté, parce que franchement, ça m'encombrait la tête, mais c'est dans les programmes. Je veux dire, les profs font ça. Il y a de moins en moins d'enseignements descendants, sauf peut-être dans les classes d'examen, mais il y a de moins en moins d'examens. Ça, il n'y a plus vraiment de bac, c'est au contrôle continu, mais c'est de plus en plus, la parole est aux élèves et on échange et on discute. Même à la maternelle, ils font des expériences de philo. Donc il y a quand même... Voilà. Mais non, pas partout. Mais enfin, disons, c'est les programmes. Après, où est la volonté d'appliquer les programmes et que ça marche? Ça, c'est l'autre question, parce que faire organiser un débat, moi j'ai essayé de le faire quand j'étais prof de lycée, avec 35 élèves de terminale, on va discuter des frontières en anglais. Voilà, juste c'est absolument impossible. Comment tu veux débattre à 35, encore moins en anglais, parce que si c'est Djibril qui contrôle, ça va. Qui savent déjà pas en français ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, mais ça, c'est les programmes, par contre. Donc, je pense qu'il y a quand même une assez mauvaise volonté. Voilà. Et puis, dès qu'il y a des comment dire, des réformes qui se mettent en place et qui peuvent être plutôt bien. Il y a un nouveau ministre qui arrive et la première chose qu'il fait, c'est de balancer la réforme précédente. Donc on n'arrive pas à voir si elle aurait pu aboutir ou pas. Donc, ouais. Passage de micro. Une petite expérience que j'ai pu avoir. Moi, j'ai fait un bac pro commerce, donc en vrai, c'était quand même. On m'avait orienté vers là-bas. Mais je me souviens de ma prof de français qui, à la fin de l'année, avait animé un débat, mais en demi-groupe. Et je me souviens, c'était sur l'avortement et c'était super intéressant. Il y avait le camp pour, le camp contre, et chacun. Et c'était elle qui animait, et on n'était pas forcément une classe facile. Et pourtant, ça s'est super bien passé. On a vraiment apprécié le moment, et on a même trouvé ça dommage que ça se fasse en fin d'année, parce qu'il n'y avait plus rien. Et sincèrement, c'est possible, mais en demi-groupe. Au collège, donc on est quand même la France, on est le pays quand même de la parole, du savoir, du débat. Et c'est dommage qu'on le perde, je trouve. Oui. Et puis on n'est pas obligé d'être d'accord, ou en tout cas d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Exact. C'est le principe du débat. Ah non, c'est bon. Tout à l'heure, non, je pensais. Ah non, parce qu'elle ne parle que hors micro. Une question intéressante. Oui. Non, mais là justement, je parle à l'animateur. Oui. Vas-y, pose la question. Sur les fake news et sur le fait que les services d'administration sont de plus en plus accessibles. Voilà. Si tu voulais aborder. Oui, c'est une virtualisation maintenant tous azimuts, avec une fracture numérique qui est absolument catastrophique pour ceux qui sont en dehors du système. Et oui, ça peut faire peur, c'est-à-dire une déshumanisation galopante.
Hein. Donc voilà, où le virtuel, maintenant le paiement sans contact, etc. Enfin, voilà, il y a une virtualisation de la société qui galopante, c'est-à-dire qu'en même temps on peut converser par WhatsApp à quelqu'un qui habite à Hawaï, et puis tu as son voisin qui est en train de mourir, palier à côté, et donc c'est un phénomène qui s'amplifie exponentiellement, à mon avis. Et donc voilà, quel est votre point de vue sur cette déshumanisation qui... voilà. Alors, ne lâche pas le micro. C'est une horreur, ça. Parce que, alors c'est vrai, j'y pensais tout à l'heure, on parle beaucoup des jeunes, là, et puis c'est la base de tout, c'est vrai, en même temps, et les autres, les seniors, vous prenez les seniors, les personnes moins jeunes, et qui n'ont pas été formées mais c'est une horreur, là. Oui, à tout ce que tu viens de dire, hein, la déshumanisation, ça c'est certain, Attention Bernard, t'as pas le micro. C'est moi qui ai dit. C'est Sylvie qui l'a pour une fois. La fracture numérique, elle est évidente. Enfin, moi, je suis dans un quartier où je le vois très très fréquemment, surtout chez les seniors. Hein, elle est évidente. En fait, les gens ont de plus en plus besoin d'aide, d'associations et de formation, parce que maintenant, il y a des formations pour seniors, etc. Du coup, on fait les choses à leur place parce qu'on ne va pas leur demander tout d'un coup de tout comprendre. Toute leur vie, ils n'ont jamais connu ça. Et puis, on voudrait qu'en 8 jours, ils comprennent comment ça fonctionne. C'est impossible. Et puis, moi, je suis contre tout ce qui... Justement, ce qui touche à la déshumanisation. Maintenant, je vois des petites mamies qui montent dans un bus. Elles sont étonnées de savoir que leur ticket qu'elles ont depuis longtemps dans leur portefeuille n'est plus valable, qu'elles savent pas comment acheter leur ticket et tout. Mais là, par contre, moi, ça me révolte carrément. Hein. Moi, chez moi, c'est une grande révolte parce que là, c'est tellement mal pensé, c'est tellement une façon de les négliger, de les oublier, de les jeter à la poubelle avant que ce soit leur heure. Oui, mais je pense que... Moi, je suis complètement révoltée par tout ça. Alors, de plus en plus, il y a... on prend les services administratifs. Eh bien, avant que ce soit... en téléphonant ou en se rendant sur place, on avait quelqu'un en face de soi. Moi, je suis payée pour savoir qu'on s'explique beaucoup plus facilement face à une personne en présentiel que via un téléphone, surtout quand il s'agit d'une plateforme et qu'il faut taper, voilà, c'est ça, et que en plus il y a toujours des malentendus quand il y a voilà. Alors là, on parle même pas des dossiers sur Internet, hein, parce que là, quand ça bloque parce que t'es pas allé assez vite, t'as pas tourné assez la part. Non, c'est une horreur. Moi, je suis vraiment là catastrophée par rapport et je pense ça. Que j'ai rien de plus à dire, mais juste que je suis révoltée. Que c'est une minorité qui devient très importante, hein, au niveau de la population. Oui. Moi, je voulais juste dire que là, je trouve que c'est étonnant que la société ne s'intéresse pas à tous les citoyens de la même façon, parce que les jeunes ont cette formation et puis ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Je veux dire, mais les personnes âgées, je ne parle pas de nous, je parle des personnes vraiment âgées, mais oui, de la génération de nos parents, enfin, qui ont 80 ans et tout ça. Je veux dire, pour eux, ils n'y comprennent juste rien. Comme ça. Oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est pas la déshumanisation parce que ça a été déshumanisé, parce que c'était au départ déshumanisé l'administration et ils ont bloqué de toutes leurs forces pour éviter donc les services informatiques sont faits à côté des services traditionnels. Et donc enfin, moi j'ai quand même vu, j'ai passé suffisamment de temps pour voir ce qui s'était passé, et honnêtement, ça a été dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des blocages, des refus, et donc du coup, ceux qui voulaient avancer, ils étaient obligés de le faire en dehors. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là où il y a la déshumanisation. C'est de là qu'elle vient. Parce qu'effectivement, le fait de dire les personnes âgées, il faut les accompagner, moi, ça n'a rien de choquant de dire qu'on a intérêt on ne numérise pas assez. On ne va pas assez loin, en fait, dans la numérisation. Et c'est parce qu'il y a des retards.
au lieu d'aller à fond, d'utiliser tous les potentiels et de créer les interfaces nécessaires. Et effectivement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'interfaces, mais il fallait les créer. Mais ça aurait été plus facile de les créer si on avait poussé toutes les possibilités de... En fait, ce que tu dis, Bernard, en fait, tu rejoins ce que tout le monde dit. Juste toi, tu dis, par contre, pour la solution, c'est justement de pousser la numérisation au maximum. Ouais. Oui, c'est pas faux. Ce que peut-être, Bernard, tu as peut-être confondu. Sylvie, Sylvie. Non, mais justement, j'allais y venir. Peut-être que ce que... Quand tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas les moyens de t'acheter un ordinateur, tu n'as pas de forfait internet parce que tu n'as pas non plus les moyens de... Voilà, je te laisse passer. Mais j'allais y venir. Bernard, enfin, dans son intervention, il nous faisait comprendre qu'on a besoin, l'administration aussi a besoin de ces outils pour accélérer peut-être le traitement. Mais ce qui pose problème, c'est justement pour les personnes âgées, c'est quand il y a un problème de traitement, par exemple, quand il y a une erreur effectuée par l'administration et que tu n'arrives pas à joindre l'administration pour rattraper. Je t'en ai parlé récemment, il a fallu que je me déplace, prendre rendez-vous, ainsi de suite. Donc, bon, je me débrouille, donc ça va. Mais pour une personne âgée, c'est compliqué. Voilà. Tu as cité l'exemple du ticket. Maintenant, c'est vrai que même moi, enfin nous qui sommes habitués, on s'y perd des fois. Ah tiens, il faut que je recharge. Voilà. Et dans d'autres villes en plus, parce que là c'est sur Paris, dans d'autres villes, il faut mettre le ticket sur le téléphone. Alors je vous dis pas. Attends, Sylvie. Je suis désolée, mais Non, mais c'est fait pour ça, J'ai voulu prendre un bus pour venir. J'arrive à l'arrêt. Or, moi, j'aime pas les bus. Quand j'ai rendez-vous, je peux les prendre au retour, mais pas à l'aller, parce que quand tu as 1 heure de rendez-vous avec un bus, tu es sûr de pas y être. Hein. Eh bien, j'ai voulu prendre un bus parce que j'avais pas beaucoup de transport possible. Et bien, pour la première fois, je vais à l'arrêt de mon bus. Et je regarde l'affichage qui me dit... ça, par contre, la technologie, c'est super. On me dit que ton bus, il va être là dans 5 minutes ou une demi-heure. OK. Et bien là, il n'y a plus d'affichage. À la place, il y avait une affiche. Alors, il fallait lever la tête comme ça. Pourtant, moi, je ne suis pas petite. Hein. Il y avait une affiche sur laquelle j'ai réussi à lire que je pouvais scanner le QR code avec mon téléphone, mais pour ça, il fallait que je monte sur le banc, hein, parce que c'était... Et du coup, j'ai jamais su, j'ai pas pris le bus, parce que je savais pas du tout quand il allait arriver. Non, mais c'est... Oui, alors moi... Le dernier exemple que j'ai... Attends, moi j'ai un exemple aussi, je vais au resto, et puis c'est qu'il n'y a pas de menu physique, mais c'est que du QR code. Et on te demande, je peux avoir la liste, je peux avoir que écrit, non, c'est QR code. Ça, c'est hallucinant. Tu peux ouais, en gros. Tu ne peux pas bouger personne oui. Ne sait pas utiliser le système de QR code. Voilà, et là, donc on arrive à une des questions dans le questionnaire. C'est, est-ce que ça... On a parlé de technologie, etc. Est-ce que c'est un réel progrès dans ce cas? Parce qu'on est en train de citer les bons côtés et les mots là, et notamment les mauvais côtés. Donc, est-ce que c'est un réel progrès? C'est une vraie question. La question, c'est ça, parce que là, on dirait on penche des deux côtés à chaque fois. On dit oui, heureusement qu'il y a ça, ça fait du bien, etc. Mais d'un autre côté, on est en train de dire... c'était mieux presque avant dans certaines choses. Ouais. Donc, est-ce un progrès ou une régression? Je ne sais pas si on appelle ça. Oui, bah, c'est une vraie question. Hein. Ouais, alors, attends, il y a Fabienne. Ouais, je vais aller aussi dans ton sens, pour montrer ce côté, à mon avis, contradictoire. Parce qu'on appelle ça des réseaux sociaux. Mais il y a des jeunes... qui n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'amis sur Facebook ou très peu d'amis, donc ils sont complètement isolés, ils vont très mal. Et puisque les jeunes, beaucoup de jeunes, je ne vais pas généraliser, mais je crois en tout cas qu'à notre époque, quand on avait 15 ans, moi je crois, c'était un peu comme ça partout, on sortait et on allait voir les potes, on jouait dehors et on était physiquement ensemble. Alors que les jeunes de 15 ans aujourd'hui, beaucoup
Je pense ils communiquent avec des potes sur les... Il y a les deux. Enfin, ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui est nouveau. Et je pense qu'il y a des jeunes qui sont exclus de ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les réseaux sociaux, mais je pense que pour certains, il y a c'est contradictoire parce qu'ils ne sont pas en société, justement. Oui. Côté positif, pour le coup, pour revenir un peu sur le pour et le contre, Ouais. mais il y a des jeunes, à cause du paraître, peut-être ça leur facilite l'expression ou la relation sociale de pouvoir s'exprimer derrière, via un compte, on va dire, social, et ne pas forcément connaître les alentours pour des raisons personnelles. Donc il y a ça aussi, cet aspect qui est positif, on va dire. Oui, mais moi, là où en fait la fracture, elle est beaucoup plus... En fait, là où je ne saurais pas comment tourner les choses, mais en tout cas, il y a une fracture réelle, mais pas entre les trentenaires, 25 ans, et les anciens. Non, c'est beaucoup plus, Oui, beaucoup plus tôt. il y a des fractures même au même... Exactement, parmi dans les le cadre jeunes. d'une même génération. Exactement. Et par exemple, je pense que ceux qui ont moins de 20 ans, voire moins de 21 ans, il y a une fracture entre les moins de 21 ans et ceux qui ont 24 ans. Et il y a une expression qui revient beaucoup, c'est ils vivent pour les caméras, et c'est une réalité. Ils n'ont une personnalité qu'à travers les réseaux sociaux. Ils ne développent plus, et ils sont nés exactement. J'avais vu un truc, alors je pense qu'aujourd'hui on peut c'était un post, on peut aujourd'hui c'est assez démocratisé parmi les beaucoup plus jeunes. Il y avait une personne qui avait dit ceux qui ne snappent pas, alors c'est des Insta Stories mais sur Snap, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Et moi, personnellement, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Mais ça me fait penser à Sarkozy qui disait « Je vous avais pas une montre à 50 000 €, vous êtes personne. » Exactement. Oui. Sauf que des voix, c'est-à-dire que on va prendre trop, et c'est surtout sur les voix des femmes, je sais pas pourquoi d'ailleurs pour le coup. Oui. Exactement. Vous prenez n'importe quelle actrice de n'importe quelle série, on a l'impression que c'est la même doubleuse. Ah, et pas du tout. Mais c'est juste qu'on a uniformisé les voix. Ce qui faisait le charme de la VF. Je veux dire, c'est des voix de la VF de Julia Roberts. Je veux dire, je l'écoute aujourd'hui, je sais que c'est elle. La voix de Tony Montana, je veux dire, d'Al Pacino, je veux dire, il y a des voix, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui seront toujours au-dessus, et les autres, je suis désolé, mais si on en arrive là, quelque part, moi j'entends les gens qui se plaignent, ceux qui sont un peu cinéphiliques, qui disent la même chose que nous en disant bah attendez, les VF on dirait que c'est les mêmes voix quoi, on dirait que c'est la même nana à chaque fois ou le même mec, et pas du tout. Ce sera papier quoi, c'est déjà. Ouais, je veux dire voilà, il y a un moment donné peut-être qu'on a favorisé aussi avec ce déclin, avec cette non pas incompétence mais avec il n'y a plus de voix qui sortent vraiment du lot comme à l'époque, on avait des voix qui... C'est des acteurs. Il y avait des... Voilà, je veux dire, ça s'est d'ailleurs même robotisé, j'ai envie de dire. C'est les mêmes nanas, elles sont 3 ou 4, elles sont différentes. C'est pas une raison d'amplifier le phénomène, toi tu dis, tu justifies, on dit on va aller jusqu'au bout, là, on va amplifier un max, parce que ça existe déjà au départ. Pourquoi la personne elle mérite d'être là si elles ont toutes la même voix? Je veux dire... Enfin moi je sais pas, je suis pas un spécialiste du doublage, ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que les voix des acteurs français par exemple, elles sont pas identiques. Enfin je sais les différencier. Il y a pas là, dans les dernières séries, t'arrives, toi. Alors, en ce qui concerne les usages, je suis d'accord avec Chypre. Oui, c'est très uniforme. Oui, il y a un micro quand on parle. Ah, pardon. Ah, pardon. Non, mais je suis d'accord avec toi, Chypre. Réjouis-toi, parce que l'intelligence artificielle pourra reproduire ta propre voix, donc du coup celle des acteurs, et ainsi de suite, et de retrouver peut-être la forme originale de la voix de tes acteurs. Oui, alors deux remarques. D'abord, il y a des secteurs où des emplois, il y en a besoin. Le maintien à domicile, tout ça, on va en créer, il n'y en a pas assez, on pourra en créer. Donc ça ne veut pas dire... ça dépend quel secteur. Comment? Ça dépend quel secteur, évidemment. Je dis, dans le maintien à domicile. Oui, ça sans doute, oui. Apparemment, les vieux continuent à vivre de plus en plus vieux, donc il y a besoin d'aide, et bien, ils auront qu'à les. Oui, mais il n'y a pas que les aides à la personne qui sont concernées comme secteur.
Et par... La personne l'accueille, par exemple. Oui, mais donc... les portiers des grands hôtels sont toujours là, oui. Non, mais on aura... Moi, je comprends pas. C'est clair. Et par ailleurs, donc c'est clair que ça va susciter... ça va contracter les emplois dans ce secteur, mais ça va permettre d'en développer dans d'autres. Oui, mais pas de la même amplitude. Et si, pourquoi pas, on n'en sait rien. L'automatisation, elle a été... Si on consacre les moyens financiers dans le secteur, il y a besoin de je sais pas combien d'emplois. Si on ne les trouve pas, c'est parce qu'on ne veut pas y mettre des moyens financiers. Donc, et puis moi, je vais insister sur les bienfaits de l'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'éducation, on peut espérer que ça améliore le fonctionnement de l'éducation. Vous imaginez un truc qui va suivre la personne, qui va regarder là où elle bloque, là où elle ne comprend pas, d'un suivi individualisé. Si tu permets, Bernard, pardon, je t'interromps. Juste, je disais tout à l'heure, la virtualisation était quelque chose de voulu, justement parce que financièrement, on y gagne. Et donc, ça va être la même chose dans ce que tu dis, l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle aura pour but aussi, quelque part, de faire des économies, mais pas forcément de créer des emplois. Tout à fait. Il suffit, ça dépend après de la société, de ce qu'elle va faire, des gains qu'elle gagne. Jusqu'à présent, dans certains cas, quand même, on est passé du métier à tisser, c'est pas qu'on est contre le progrès, hein, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Tu viens de le dire, Bernard. C'est qu'à un moment, le profit va bénéficier aux experts. Forcément. Non, mais malgré tout, ça a quand même globalement, dans les pays occidentaux. Alors bon, il y a le problème par ailleurs qu'il faut répercuter l'inégalité vis-à-vis entre les pays, mais dans les pays occidentaux, c'est pas vrai que le niveau général s'est amélioré et tout le monde en a profité. Il y a eu quand même... Alors, une réaction, oui. Alors, moi, justement, la première des choses, ça poserait un problème au niveau de la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'on imposerait aux gens certains corps de métier et plus d'autres, déjà. Même si je suis globalement d'accord avec ce que disait Djibril par rapport à certains métiers où pour moi c'est des faux métiers, on va pas se mentir, voilà, c'est vrai, c'est ça. Mais de manière générale, c'est qu'à un moment donné, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va devoir fermer certaines portes et forcer des gens, tout simplement, à mon sens, et ça poserait un problème au niveau de la liberté. Et dans un second temps, l'intelligence artificielle va permettre qu'un certain groupe de personnes qui sont déjà limite connues pour moi à mon sens, à part s'il y a une révolution, mais ils vont s'accaparer tous les bénéfices. On en revient à ce que disait Shakib, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est ceux qui ont le plus d'argent qui se feront encore plus d'argent avec l'intelligence artificielle en économisant et on en arrive là. Donc l'intelligence artificielle... Mais ça a toujours été le cas. Oui, sauf que c'est une question d'amplitude. Hein. Je pense qu'on arrivera à une fracture totale. C'est pas pour le bien des gens. Pour l'amplitude, moi je suis pas d'accord. La révolution des énergies, je veux dire, je pense qu'elle a généré plus de bénéfices pour ceux qui avaient la main mise dessus que l'intelligence artificielle dans le futur. Moi si on parle d'amplitude, je veux dire, la révolution industrielle et au passage, je veux dire, la Chine, c'est devenu entre guillemets des esclaves pendant 200 ans parce qu'ils ont raté le coche de la révolution industrielle. Je veux dire, ça a toujours été le cas. Et l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste une étape. Ouais, c'est dans la continuité en fait de ce qu'on a vécu, que ce soit la révolution de l'énergie avec les hydrocarbures ou la révolution industrielle. Enfin, ça va avec, mais. Enfin, pour moi, c'est juste la continuité. Alors, oui, effectivement, ça va. Attention, hein, je nuance mes propos. Hein, je suis pas en train de dire que c'est la vie, c'est comme ça. Oui, bien sûr qu'il faut déplorer certaines choses. Par contre, j'ai l'impression qu'on parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose avec une amplitude qui serait supérieure. Non, je veux dire, la révolution des énergies, on se rend pas compte encore aujourd'hui. Les gains qu'il y a dessus, quoi. Ok.
Ça pose le problème de la pérennisation de l'humanité, c'est tout. On ne dit pas qu'on devrait s'arrêter ou pas. De manière complémentaire à ce que dit Djibril, mais c'est un peu comme le nucléaire, on n'a pas le choix, de toute façon on est obligé d'y aller. Parce que si on n'y va pas, effectivement, il y a l'exemple de la Chine qui a dominé, en tout cas la région, pas le monde, mais la région, quoique même le monde, sur certaines périodes, jusqu'en 1800, et quand l'Angleterre a commencé à un peu, effectivement, mais avec la révolution industrielle, mais moi, c'est là où, moi personnellement, même si évidemment il y a l'aspect géopolitique, on n'a pas le choix d'y aller, parce que si on le rate, c'est le peuple qui va en pâtir. Maintenant, moi personnellement, il y a des questions et il faut qu'il y ait des limites, tout comme il y a pu en avoir avec le nucléaire, sauf que la problématique, c'est que maintenant avec le nucléaire, on sait que si un État ne veut pas respecter les accords, il ne va pas le respecter, et s'il commence à s'attaquer, et on a l'exemple sans rentrer d'être pour la Russie ou l'Ukraine, mais si la Russie décide d'attaquer l'Ukraine et qu'il ne se passera rien, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire et pas l'Ukraine. Et on est obligé de passer par des... On peut transposer avec l'intelligence exactement, c'est exactement la plus performante ou oui, exactement, dominera un peu donc c'est là où moi il y a un peu cette crainte et on est obligé, c'est une fuite en avant, on n'a pas le choix d'y aller. C'est complètement pervers. Mais oui, c'est ça, c'est un peu un cercle, mais à un moment donné en fait, il se passera quelque chose qui fera que tout va s'arrêter. Et c'est là où, pour moi, il y a toute cette crainte. Jusqu'où, en fait, ça pourra aller. Peut-être que ce sera l'intelligence artificielle qui sera la dernière étape vers je ne sais quoi, mais... D'accord. On peut aussi faire le choix de temporiser et attendre de voir ce qui se passe impossible. dans d'autres pays. C'est impossible. On ne peut pas. Parce qu'en fait, la première personne qui aura cette intelligence artificielle, qui la dominera le monde. Et dans un contexte géopolitique, ça risque d'être compliqué. C'est ça, de ça sera pas nous. Ça c'est sûr. Je disais à Djibril, la question centrale, c'est la pérennisation de l'humanité. Est-ce que adopter, en fait, on reste humain ou ne pas l'adopter Voilà, je crois qu'on va bientôt mettre fin au voilà, dernier mot. Voilà. C'est bien, c'est le dernier mot pour le... Non, c'est le dernier mot, c'est... Je voulais juste faire un dernier mot. S'il vous plaît. Ça prendra qu'une seconde. C'était juste pour nuancer un des propos de Bernard. Je suis d'accord que l'intelligence artificielle a de nombreux avantages sur l'éducation, parce que ça ouvre une tonne de possibilités avec les algorithmes. Par contre, il y a aussi le point négatif, on se rend compte dernièrement que énormément d'étudiants ont recours aux intelligences artificielles et que ça pose un problème par rapport à la capacité de réflexion. En fait, elle est complètement... c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus et on se fie à ce que dit l'intelligence artificielle parce qu'elle a une capacité de connaissance démentielle, quoi. Tout à fait. C'était juste ça. Ok, merci. Ça va être le dernière intervention, s'il vous plaît. Comment ça, c'est pas vrai? Ça va permettre de faciliter la partie contraignante et tout ça, et tu vas pouvoir développer, au contraire, rajouter, et ça t'empêchera pas, ça ne va pas empêcher de réfléchir, ne réfléchiront pas que ceux qui ne voudront pas réfléchir.